Bonjour et merci de nous rejoindre sur France 3 Alsace. Simple îlot de résistance ou réel malaise alsacien face à la réforme territoriale, celle qui fait fusionner notre région avec la Lorraine et la Champagne-Ardenne. Les Alsaciens continuent d'exprimer leur désarroi. Alors pourquoi, de quelle manière, avec quels arguments? On en débat aujourd'hui dans La Voix est libre. Car la loi du 25 novembre 2014 a été votée. La nouvelle région est en construction sur fond de début de campagne électorale. Mais c'est un constat aussi, la réforme territoriale suscite encore des résistances et des oppositions sous forme d'écrits, de manifestations qui montrent que la pilule a encore du mal à passer pour certains. Alors combien sont-ils? Combien êtes-vous? Les fâchés, les sceptiques, les frustrés, les inquiets face aux confiants et aux enthousiastes. Impossible évidemment de vous compter, mais on peut en débattre. Pour cela, j'accueille aujourd'hui Anne Pernelle-Richardot. Bonjour. Bonjour. Vous êtes conseillère régionale PS, également adjointe au maire de Strasbourg et depuis peu, tête de liste PS dans le Bas-Rhin pour les élections régionales de décembre prochain. Également sur ce plateau, Pierre Kretz. Bonjour. Bienvenue. Vous êtes ancien avocat, homme de gauche, romancier, auteur entre autres d'un petit manifeste. Pardon, je me trompe de livre, parce qu'il y en a un deuxième, excusez-moi. Un petit manifeste qui s'appelle Le nouveau malaise alsacien, essai sur une réforme absurde. Vous y exprimez votre consternation face à la fusion de l'Alsace dans une grande région. Et un autre auteur, voici donc le deuxième ouvrage, Jean-Pierre Berg. Bonjour. Bonjour. Vous êtes ancien fonctionnaire européen. Ouais. Vous avez notamment travaillé auprès du président du comité des régions de l'Union européenne. Vous avez participé à l'écriture donc, de cet ouvrage collectif, Indignations alsaciennes, un argumentaire contre la fusion, qui est lui proposé par l'initiative citoyenne alsacienne dont vous nous parlerez tout à l'heure. Alors la réforme territoriale en Alsace, matière à réflexion, à discussion, matière à écrire, c'est une réalité qui se vérifie chez les libraires. On fait un petit tour à Mulhouse. Le sujet est signé Nadine Lee et Bernard Stemmer. Les Alsatiques, un terreau vivace, des dizaines de publications chaque mois, cuisine, langue, histoire, alors forcément la réforme territoriale y a sa place. Un ouvrage en particulier fait parler de lui, Le nouveau malaise alsacien, un coup de gueule de l'intellectuel de gauche Pierre Kretz. Les 2000 exemplaires du premier tirage se sont écoulés en 2 semaines. C'est un succès parce que c'est un sujet brûlant et d'autant plus brûlant que les gens se retrouvent vraiment dans l'idée générale du livre. À savoir que cette réforme a été imposée sans aucune notion de démocratie. Autre livre singulier, les ouvrages de 2 historiens, celui d'Alfred Wahl et celui de Georges Bischoff, pour en finir avec l'histoire d'Alsace, un livre qui veut offrir une vision objective de la population alsacienne. À partir du moment où elle doit partager cette richesse, cette joie, et que, comme plein d'autres populations, elle a plutôt tendance à se recroqueviller sur elle-même. De quoi nourrir les réflexions des lecteurs. Alors, qu'est-ce que vous attendez de la lecture de ces 2 ouvrages ? Surtout de connaître les non-dits ou non-dits sur les antennes de télé ou les explications qu'on n'avait pas sur les raisons qui ont conduit ce choix au niveau gouvernement, parce que ça s'est fait assez rapidement, quoi. Et un peu dans les coulisses. 3 regards sur l'Alsace d'aujourd'hui qui renouvellent le genre. Mais bon, de là à battre les records de vente des recettes de Simone Morgenthaler, faut pas rêver. Alors Pierre Kretz, effectivement, Le nouveau malaise alsacien est un petit succès littéraire. C'est pas encore aussi fort qu'un livre de cuisine. Vous êtes quand même surpris du fait que ces les 2000 premiers exemplaires sont partis assez rapidement? Oui, avec mon éditeur, on était quand même étonnés de cette espèce de flambée qui continue d'ailleurs. Et en tant qu'écrivain, évidemment, je suis ravi quand vous écrivez un livre qui se vend comme ça. Bien sûr, vous êtes votre content. éditeur doit être ravi aussi, évidemment. Évidemment, mais en tant que citoyen français et alsacien, je me dis que ce que je dis, c'est juste, c'est vrai. Ça touche à quelque chose. Et là, les questions de fond que je me pose, je me les pose encore beaucoup plus. C'est une forme de pamphlet, de cri du cœur que vous avez écrit là? C'est un cri du cœur. C'est vraiment un cri du cœur, même pas en tant qu'Alsacien, bien sûr, mais aussi en tant que citoyen français. Parce qu'en tant que citoyen français, je trouve invraisemblable que dans une république moderne qui se dit le pays des droits de l'homme, les choses puissent se décider de cette manière. Alors, on va en reparler tout à l'heure. Jean-Pierre Berg, vous avez participé à un ouvrage collectif. Expliquez-nous un petit peu la teneur de cet ouvrage, alors. Oui, d'abord, peut-être un mot sur Initiative citoyenne alsacienne. Qui est à l'origine de cet ouvrage. Cet ouvrage collectif. Nous sommes un groupe de réflexion qui souhaitons travailler sur la rénovation de la démocratie française et sur les problèmes
sur les intérêts alsaciens. Et effectivement, ce sujet nous a semblé aller de soi à partir du moment où, en 2014, on a parlé de la réforme. Alors, nous analysons la réforme et on arrive à la même conclusion que Pierre Kretz. Cette réforme nous est un peu insupportable et il y a des prises de position d'un certain nombre de personnalités qui sont contre cette fusion. Alors ces personnalités qui sont des personnes qui ont compté en Alsace d'un très large spectre. Il y a le président du tribunal administratif de Strasbourg, il y a des directeurs de la chambre de commerce et également du conseil régional, il y a un ancien rédacteur en chef des dernières nouvelles d'Alsace, donc nous sommes en bonne compagnie. En tout cas, ce sont des contributions à la réflexion. Bernard Richardot, la loi, elle est votée, la grande région, elle est en marche, et en même temps, il y a encore des ouvrages là qui apparaissent dans les librairies. Comment vous observez ça, vous ? Alors c'est vrai, la loi est votée, c'est un fait. Moi, je comprends les angoisses, les inquiétudes, les malaises exprimés par toute une série de citoyens alsaciens, par un certain nombre d'hommes lettrés et d'universitaires, etc. Mais je regrette aussi que certains aient pu essayer de jouer, ou essayent encore de jouer sur ces peurs. Et parce que je suis élu de la République, eh bien, j'ai une responsabilité peut-être qui n'est pas d'aller dans les amalgames, dans les réflexions simplistes que j'ai pu lire ici ou là, et notamment dans l'ouvrage de Pierre Kretz. Je suis élu de la République et à ce titre-là, je suis engagé en politique pour... Le rôle du politique, ce n'est pas de jouer avec les peurs. C'est d'aller de l'avant. Est-ce que Pierre Kretz... Et on est dans cette phase-là aujourd'hui. La loi a été votée. Il faut aller de l'avant. Et je fais partie de celles et ceux qui disent la forme ne nous convient pas forcément. On l'a dit ici et ailleurs. Mais sur le fond, nous avions besoin d'une réforme des institutions. Nous avions besoin de doter la France de régions capables, dans la mondialisation, de rivaliser et de peser économiquement et politiquement. Ça sera le cas demain avec la nouvelle région. Et donc il faut y aller. Alors Pierre Kretz, est-ce que vous avez, vous, le sentiment dans votre ouvrage d'attiser des peurs ? Moi, j'aimerais dire que je ne suis pas élu de la République, mais je suis citoyen de la République. Et en tant que citoyen de la République, je suis en attente d'une République qui s'inscrive dans l'état de droit. Et l'état de droit, nous sommes à Strasbourg, ici, à 2 pas du Conseil de l'Europe. C'est une des fiertés d'Alsaciens et de Strasbourgeois de pouvoir dire que le Conseil de l'Europe est à Strasbourg, se trouve à Strasbourg. La France a signé la fameuse charte des collectivités territoriales. Cette charte dit dans son article 5 que s'il y a un changement de délimitation dans les collectivités territoriales, eh bien, il faut interroger les élus de la région sur l'opportunité de ce changement. Cette charte, il faut le savoir, et là je suis citoyen et juriste français, j'insiste là-dessus, cette charte fait partie du droit positif français. Et la République française a piétiné cette charte. Alors les élus du territoire ont pris les devants, ils se sont exprimés là-dessus. 96% des élus régionaux et départementaux se sont exprimés contre cette réforme territoriale. Alors moi, la question que je me pose, comment est-ce qu'on peut faire, quand on a un respect des populations, quand on a un respect des élus locaux, pour imposer une réforme dont personne ne veut. Aucun élu alsacien n'a voté pour cette réforme. Alors, madame, quand vous parlez de peur, il ne s'agit pas de peur, il s'agit d'une attitude citoyenne, de refus. Ce ne sont pas des peurs, c'est une attitude de dignité et de fierté alsacienne qui s'adresse à la République en disant il y a des lois, pourquoi la République ne les respecte pas ? Vous amenez là la question de la méthode, de la manière dont cette loi effectivement a été construite, votée et appliquée. C'est quelque chose qui est commun à vous deux. La méthode, la légalité. La légalité. Alors certains disent oui, c'est pas démocratique. Est-ce que c'est démocratique ? Est-ce que c'est pas démocratique ? L'Assemblée nationale, c'est la représentation du peuple. La loi a été votée par des députés. L'Assemblée nationale et le Sénat sont les 2 chambres, et l'Assemblée nationale est la représentation du peuple. Le Conseil constitutionnel s'est prononcé par rapport à la loi, et comme élu de la République ou citoyen, il y a un devoir de respect de la loi.
Aujourd'hui, on en est là. Alors, on peut continuer à agiter les chiffons rouges, à dire que l'Alsace va être diluée dans un grand ensemble, que c'est la fin de l'identité, parce que j'ai tout entendu, la fin de l'identité alsacienne, la fin du droit local, on fait des amalgames. Et moi, je refuse et je refuserai toujours parce que encore une fois, je ne sais pas comme ça qu'on peut faire de la politique et qu'on peut faire avancer les choses. Je refuse les amalgames, je refuse les idées simplistes. Je pense que la loi a été votée, le Conseil constitutionnel s'est prononcé. J'ai vu qu'il y avait une saisine. Voilà, il y a eu un recours effectivement de deux associations alsaciennes et franc-comtoises qui ont auprès du Conseil d'État. Mais aujourd'hui, il faut qu'on aille de l'avant. Je pense que de faire croire, de laisser croire aux Alsaciens que demain l'Alsace ne sera plus l'Alsace parce qu'on a transformé les institutions, c'est un mensonge. Alors Jean-Pierre Berg voudrait réagir là. Et c'est indigne d'un certain nombre d'intellectuels alsaciens qui font leur choubrage. Parce que vous trouvez que la dignité... Il est quand même un fait. Vous trouvez que vous êtes dans la dignité, madame. Vous trouvez que vous êtes dans la dignité. Vous savez, dans votre livre, il y a des grands silences, et je le regrette. Les grands silences, c'est quoi? Les grands silences, c'est vous avez passé sous silence complètement toutes les attaques, parfois les plus innommables, dont ont fait l'objet un certain nombre de politiques, Philippe Richert, Philippe Biss, moi-même, les menaces de mort parfois. Vous avez passé sous silence les caricatures abjectes, parce qu'il n'y a pas d'autre mot, relayées même par une revue officielle du Conseil général, à l'époque Conseil général, du Bas-Rhin. Ces caricatures poussées à l'extrême, du Lorrain ou du Champardonnais, là, on est dans l'indignité. Vous êtes pareil. Il y a des silences complets. Il y a des silences. Bernard Richardot, laissez répondre un petit peu, là, s'il vous plaît. Qui a été les manifestations d'octobre et les gens qui ont pu tourner autour de ça. J'aimerais vous répondre. Vous n'avez aucun argument pour défendre la grande région. Vous n'avez aucun argument. Les arguments que vous avez avancés sont inexacts. Vous avez dit qu'il y aurait des économies d'échelle. Il n'y en aura pas. Ça va coûter plus cher. Pardon, laissez-moi terminer. Madame, vous avez dit que nos régions seraient plus performantes. Bien sûr. C'est inexact. Laissez-moi parler, madame, s'il vous plaît. Le budget de notre région Alsace par rapport à une région de taille comparable en Allemagne, par exemple, est de 10 fois inférieur. Alors comment voulez-vous être compétitif? C'est absolument impossible. Vous n'avez apporté aucun argument crédible pour la grande région. Par contre, là où vous êtes maintenant, votre argument, c'est ça. C'est de vous en prendre aux gens qui critiquent, qui ne sont pas d'accord. La majorité des Alsaciens ne sont contre, vous le savez parfaitement. Et maintenant, vos seuls arguments, madame, aujourd'hui, c'est de critiquer ceux qui critiquent. Vous n'en avez pas d'autres. La parole est à Jean-Pierre Berg. L'argument clé est quand même que la représentation politique de l'Alsace, qui était le conseil régional, les gens se sont identifiés au conseil régional. Le conseil régional va disparaître et va être noyé. Le conseil régional existera toujours? Non, il n'existe. Le conseil régional d'Alsace n'existe. Oui, mais nous sommes en Alsace. À plus en informé, n'existera plus au profit d'une construction technocratique de 3 régions qui vont être fondues et qui n'ont pas de liens interrégionaux importants. Mais c'est faux. Il y a des liens universitaires, il y a des liens économiques. Quels sont les liens que nous avons avec la Champagne? Rien. Mais si, monsieur. Vous savez, il y a des liens économiques consolidés entre la Lorraine et l'Alsace depuis fort longtemps. Des coopérations économiques, des coopérations universitaires extrêmement importantes, et entre la Lorraine et la Champagne-Ardenne. Champagne-Ardenne est déjà dans l'attraction du bassin parisien. Alors que nous, l'Alsace, nous sommes dans l'attraction du bassin rhénan. Alors que Champagne-Ardenne et même la Lorraine, il suffit de voir les navetteurs qui tous les jours vont de Reims ou de Châlons en Champagne travailler à Paris, et même les gens de Nancy, pour voir que nous ne sommes pas dans la même sphère. Nous avons un conseil régional
qui nous représentaient. Ce n'est plus le cas. Nous sommes donc indignés. Nous sommes aussi indignés, Pierre l'a dit, par la méthode. Alors, on en revient effectivement à cette fameuse question de la méthode. Vous estimez que ce n'est pas comme ça qu'on aurait dû faire? Qu'est-ce qu'il aurait fallu faire à votre avis? Alors, il y a deux choses. Il fallait que le gouvernement saisisse le conseil régional et les conseils départementaux pour savoir si on veut, si on est d'accord pour une telle fusion. Ça n'a pas été fait. Le conseil régional et les départements se sont saisis du sujet et par 102 voix, 86%. 102 voix sur 122, ils ont rejeté, ils ont dit non, nous ne voulons pas d'une telle fusion. Est-ce qu'on pouvait passer et donc, outre ce vote? Il n'y a pas de consultation démocratique. Ne pas en tenir compte. Par ailleurs, l'affaire du Conseil de l'Europe est tout à fait édifiante, tu l'as dit. C'est-à-dire que la charte de l'autonomie locale... On revient sur des choses très techniques, là. Voilà. Il l'a bien exposé. Mais c'est essentiel. Mais c'est essentiel. Ce que je retiens, c'est que ces messieurs, visiblement, considèrent que l'Assemblée nationale et le Sénat ne sont pas des représentations démocratiques de la République. Moi, on passe, et certains passent leur temps à dire que la France est irréformable. Et au moment où on lance une vaste réforme, celle de nos institutions, eh bien là, tout d'un coup, c'est la levée de boucliers, et les uns les autres, certains, une minorité en plus, une minorité disent... Et certaines régions en particulier, peut-être pas par hasard. Je voudrais répondre sur deux points, s'il vous plaît. Moi, je voudrais répondre sur deux points. D'abord, les chefs d'entreprise, le monde économique est absolument pour cette réforme des institutions. Ça, c'est vous qui le dites. Ouvrez un certain nombre d'ouvrages autres que les Alsatiques, M. Kretz, et vous lirez dans les Échos, dans toute une série d'ouvrages et de publications d'hebdomadaires que le monde économique salue, et le monde universitaire salue cette réforme et s'engage dans la nouvelle région. Autre chose, moi, je connais le Pays Basque. Le Pays Basque est un territoire avec une identité extrêmement forte. N'est pas une région, le Pays Basque. Avec une identité extrêmement forte. Et le fait d'avoir été dans la région Aquitaine ne leur a jamais ôté leur identité. Donc tous ceux, y compris vous, qui êtes en train de nous faire croire que c'est un changement institutionnel qui pourrait mettre à mal l'identité ou le droit local d'une région, moi je réponds, c'est la volonté politique qui fait qu'il y a une identité régionale où dans la réalité, ce que nous souhaitons en matière de réforme régionale, parce que nous souhaitons une réforme régionale en France, mais nous souhaitons un approfondissement et un élargissement des compétences des régions, et non pas un agrandissement de leur taille. Mais nous souhaitons des compétences plus importantes. Vous, c'est qui? Vous, c'est le collectif. Regardez ce qui se passe. Ne parlez pas en même temps, s'il vous plaît, on n'entend plus personne. Mais bien, beaucoup de gens souhaitent un approfondissement, un élargissement des compétences des régions et non pas un élargissement de la taille des régions, parce qu'il n'y a pas de taille type au niveau européen. Alors bon, vous l'avez observé au niveau européen. Au niveau européen, il n'y a la régionalisation en Europe, c'est 40 ans de chantier. Vous pouvez avoir des petites régions qui sont aussi performantes que les grandes. La taille n'a aucune importance, d'autant plus que la taille a un intérêt si les régions sont de nature et de capacité économique comparable. Là, la taille a une certaine importance. Si vous voulez, moi, ce qui me frappe dans cette histoire-là, c'est qu'on n'a absolument pas tenu compte de la dimension rhénane de l'Alsace. Oui, vous savez que quand même que l'Alsace, qui représente 3% de la population française, représente 6,7% des exportations, notamment vers l'Allemagne. Vous savez que il y a 60 000 travailleurs frontaliers qui traversent tous les jours de l'autre côté. Et il y a des coopérations qui se sont nouées. Oui, il y a des coopérations. Quand on dit une carte régionale jugée cohérente, ce que j'ai vu l'autre jour dans la presse, c'est un organisme national qui juge que tout va très bien. On ne parle absolument pas de nos connexions avec nos voisins. Exactement. Je ne sais pas, Madame Richardot, si vous avez des contacts avec le Pays de Bade ou avec la Suisse. Moi, je suis traduit en allemand. Je vais beaucoup en Allemagne. Et laissez-moi parler aussi, s'il vous plaît. Je peux vous dire que quand on va en Allemagne et en Suisse,
Quand vous expliquez à des Allemands ou à des Suisses comment cette chose-là s'est passée, eh ben, ils sont complètement abasourdis, ils ne comprennent pas. Oui. L'un de vos confrères de la radio bâloise, Markus Gasser, un journaliste connu en Suisse, m'a dit « Expliquez-moi ce truc-là ». Je lui ai expliqué comment ça s'était passé. Il m'a dit... Cela dit, les régions allemandes ne fusionnent pas non plus avec des régions françaises. Donc, il reste un territoire national à respecter. Mais attendez, ce que disait ce journaliste suisse, il disait « Ich habe es so möglich in Frankreich ». Est-ce qu'une chose pareille est possible en France? J'étais bien gêné, je vous l'avoue, de dire que oui, c'était possible. Oui. Mais surtout, ce qui se passe, c'est qu'il y a de la conférence du Rhin supérieur. Il y a des choses que nous pouvons négocier, nous, Alsaciens, directement avec le Pays de Bade. Les relations entre la Lorraine et la Sarre, c'est tout à fait autre chose. Ils ont là-bas Sarre-Lorlux, qui est une chose qui fonctionne depuis longtemps, mais ce n'est pas du tout la même logique. Et ça, cette grande région a été faite sur un coin de table, tout le monde le sait, par des technocrates parisiens qui ont dit, ben voilà, on va. Je voudrais juste. Alors attendez, parce que là, il reste très peu d'émissions déjà. Il va falloir qu'on avance un petit peu. Une petite chose. Rapidement, s'il vous plaît, pour qu'on puisse avancer. Maintenant, on a 13 régions. Sur les 13 régions, il y en a 6 qui ne changent pas du tout de périmètre. Et dans ces 6, la Corse ne change pas de périmètre. La Bretagne ne change pas de périmètre. Nous, qui avons des spécificités au moins égales à celles de la Corse ou de la Bretagne, nous nous voyons englobés dans une grande région où notre spécificité est perdue. Bon, alors on voit bien là, il y a un côté injustice. Alors, je voudrais répondre sur l'Alsace. Rapidement, parce qu'après on diffuse un sujet que je voudrais vous faire réagir dessus. Qu'elle est tellement belle, tellement forte et qu'elle est tellement mieux toute seule. L'Alsace aujourd'hui, c'est plus de 100 000 chômeurs en plus. C'est 100 000 chômeurs. C'est 3 000 emplois par an perdus. 3 000 emplois non marchands perdus. D'où l'intérêt de renforcer la coopération transfrontalière. C'est 47 000. Mais monsieur, la coopération transfrontalière, elle ne va pas se diluer dans la nouvelle région. Et le bilinguisme, madame, et le bilinguisme. Attendez, ne mélangez peut-être pas tout là, attendez. La Belgique, l'Allemagne, ça va faire de cette nouvelle région une nouvelle région ouverte sur l'Europe. Et ça va lui donner une force. Parce que l'Alsace est fermée sur l'Europe. Parce que l'Alsace est fermée sur l'Europe. Force et un c'est incroyable. Un poids supplémentaire. L'Alsace est la région la plus ouverte sur l'Europe. Comment pèse face au Bade-Wurtemberg alors que nous sommes une région aujourd'hui, l'Alsace, de 1,8 million d'habitants. Oui, demain, c'est 5 millions d'habitants. C'est une force de frappe. C'est une force de frappe. Mais le budget est 10 fois supérieur en Bade-Wurtemberg. C'est ridicule, madame. Le budget est 10 fois supérieur. S'il vous plaît, je reprends la main. On va un petit peu calmer le débat. On va regarder un sujet. Parmi les résistances qui existent, elle peut sembler anecdotique. Elle existe aussi. On a vu ressortir un élément, alors peut-être folklorique, on pourrait dire, c'est la coiffe. Certaines femmes manifestent avec cette coiffe. Elles ont décidé de ne pas lâcher le morceau. On va regarder ce sujet. Voilà les Alsaciennes unies. Grâce à elle, la coiffe alsacienne est revenue largement à la mode dans la région. Les Alsaciennes unies tentent d'occuper le devant de la scène depuis plusieurs mois maintenant, depuis octobre dernier précisément, au moment où Christelle Baldeck a décidé de porter la coiffe en guise de protestation contre la fusion de l'Alsace avec la Lorraine et la Champagne-Ardenne. Une coiffe devenue essentielle. Elle nous donne confiance, elle nous redonne la fierté qu'on a peut-être perdue, puisque pendant des années, être alsacien, ce n'était pas une fierté. On était peut-être même gênés à cause de notre accent, à cause de plusieurs choses. Et maintenant, on revendique cette alsacianité. Au fil des mois, les Alsaciennes unies ont multiplié les actions avec plus ou moins de bonheur. Ici, elles nettoient les vitres du Conseil régional d'Alsace avec en slogan « Un coup de torchon pour la région ». Ou encore, samedi dernier à Mulhouse, elles ont accueilli les maires du Haut-Rhin venus écouter Philippe Richert avec un petit pot contenant un lubrifiant fait maison. On s'est imposé gentiment. Donc nous savions que les maires du Haut-Rhin allaient venir à la foire exposition de Mulhouse et que beaucoup de maires sont contre la fusion. Donc pour les aider à intervenir pendant le discours de M. Richert, le président de la région, nous leur avons créé donc un produit spécial qui facilite la fusion, donc c'est la valsine. Pas de chance pour les Alsaciennes unies, les maires présents ont sagement écouté le président de région. Peut-être finalement que l'humour gras a ses limites. Tout simplement que
Voilà, alors ça vous fait... Attendez, nous sommes à l'antenne, Monsieur Berg, excusez-moi, le sujet est terminé. Voilà, bon, ces Alsaciennes, elles ne sont pas très nombreuses, elles réagissent quand vous les voyez. Alors rapidement, s'il vous plaît, qu'est-ce que ça vous évoque de les voir encore manifester comme ça? Moi, j'ai dit tout à l'heure que je comprenais l'inquiétude d'un certain nombre de citoyens et de citoyennes alsaciens. Franchement, les Alsaciennes réunies, c'est un groupuscule. Ça ne représente pas pour moi l'Alsace dans sa grande majorité. Mais je crois qu'elles existent, il faut les entendre, comme il faut entendre, y compris ceux qui se prononcent, je pense à Alain Beretz, à d'autres... se prononcent pour et qu'on entend peut-être moins, peut-être que s'ils portaient la coiffe, peut-être qu'on le verrait plus rapidement. Oui, je trouve que c'est très fort sur le plan symbolique. Et je ne peux que les féliciter et les encourager. C'est bien, c'est très bien de faire ça parce que c'est quelque chose qui marque les esprits dans l'ensemble de l'Alsace et il faudrait que davantage de personnes se joignent à elles. Voilà. Pierre Kretz, Madame Richard dit qu'elle comprend leur inquiétude. Ce n'est pas une inquiétude, c'est un refus. Et ce refus est révélateur de clivages nouveaux, induits exclusivement par cette loi dans la société. Des clivages entre des gens comme vous et moi, il n'y en aurait pas eu avant la loi. Des clivages entre... J'ai toujours voté pour vous. Je pense que nous aurions été d'accord pour l'essentiel et je ne voterai plus pour vous. Des clivages entre la région Alsace et les régions voisines, avec la Lorraine, la Champagne-Ardenne, avec lesquelles nous avions très peu de contacts jusqu'à présent. Laissez-moi parler, s'il vous plaît. Avec lesquelles nous avons très peu de contacts par rapport au Bade-Wurtemberg, notamment sur le plan économique. Et enfin, une chose grave qui m'inquiète gravement et par rapport à laquelle, Madame, vous et votre parti avez une responsabilité lourde, c'est qu'il y a un clivage qui se fait entre beaucoup d'Alsaciens et la République. Et ça, c'est une chose qu'on n'avait jamais vue. On n'est pas en Corse ici. On a toujours eu du respect pour la République. Et là, ce que je sens, derrière ce que vous appelez inquiétude, derrière ce refus, je sens un clivage qui se fait entre la France et la République. Oui. Et j'avoue, par rapport à ça, c'est une chose qu'il ne faut pas sous-estimer. Voilà, j'en aurais terminé là-dessus. Ça, oui, parce que, alors, en 10 secondes, mais vraiment, je vous en donne 10. Je pense que le malaise identitaire et l'indignation qui en résulte vient aussi du malaise politique, de la situation politique globale dans laquelle nous vivons en ce moment. C'est juste, tout à fait d'accord. Contrairement à ce que prétendent ces messieurs, l'Alsace n'est pas unique, c'est pas un îlot au milieu et tout le monde lui en voudrait. Il n'y a pas un complot parisien contre l'Alsace et je crois qu'il faut arrêter avec cette façon de geindre et de se plaindre. Moi, je fais le pari du volontarisme politique et ce volontarisme politique, c'est la construction pour les Alsaciens, pour le territoire, pour un territoire alsacien fort dans la nouvelle région. Et c'est ce pari-là. L'histoire le dira. C'est la fin de cette émission. Moi, je vous remercie tous les trois d'avoir participé à ce débat qui vous a peut-être semblé court, mais qui a montré en tout cas qu'il y a encore de grandes discussions à avoir. Pierre Kretz, je rappelle que dimanche le 7 juin, vous serez aussi sur France 3 Alsace avec Christian Hahn dans l'émission Xuntime. Donc, ce sera le dimanche 7 juin en fin de matinée. Merci vraiment à tous les trois d'avoir participé à ce débat, d'être venus confronter vos idées. Dans un instant, le journal régional est présenté par Caroline Moreau pour les informations de la mi-journée. Je vous souhaite un excellent week-end. À bientôt.